Bon, Abdelmalek Sayad parle aussi de le reflet de ça et le miroir de ça. Bon, ça c'était un petit peu ce que tu avais traité, y compris dans le mouvement de solidarité, qui est un mouvement qui peut participer à la dépolitisation, remettre dans le champ de la morale, de la charité, etc., les migrants, plutôt que de favoriser le fait d'être dans le cadre de la politique. Alors du coup, je vais aller beaucoup, je vais essayer d'aller plus vite. Ça signifie qu'y compris dans les stratégies, avoir ça en tête éclaire aussi un certain nombre de débats, de polémiques, plus que polémiques, des fois de divisions qui se sont créées à l'intérieur du mouvement de solidarité par rapport à comment faire les choses. Enfin, on a assisté dans le mouvement de solidarité, et, justement dans l'ordre de la charité, etc., de choses qui faisaient à la place des migrants. Moi, je faisais partie donc avec d'autres, d'essayer, y compris dans l'intervention sur les campements, de favoriser le fait que ce soit les migrants et les migrantes qui s'organisent, y compris pour se procurer la bouffe, pour la faire, pour la solidarité avec des commerçants du quartier, etc., pour la prise de parole, y compris parce qu'un des aspects de la dépolitisation des luttes des migrants, c'est par exemple de leur conseiller de ne pas manifester, parce que c'est dangereux, etc. En fait, en leur conseillant de ne pas manifester, c'est leur conseiller de ne pas se manifester, et donc on rentre dans toute cette politique de l'invisibilisation, etc., qu'a mené, y compris, on est un certain nombre, à assez radicalement avoir préféré à certains moments donnés que quand il y avait des débats qui étaient organisés, et notamment sur les migrants, et qu'il n'y avait pas de migrants prêts, favorables, ou qui se sentaient en confiance pour intervenir, de dire que la chaise vide était politiquement significative et signifiait quelque chose, et des efforts à faire et des choses à construire pour qu'elle ne soit plus vide, plutôt que ce soit quelqu'un qui intervienne pour les migrants. Je ne dis pas que ça doit être un principe, mais y compris refuser dans cette séquence-là de s'organiser en tant que soutien, en disant qu'on ne pourrait que recréer, il y avait un déséquilibre dans justement le manque, ou ce qui était les difficultés d'auto-organisation des migrants et des migrantes. Je parle des migrants et des migrantes sur les campements, je ne parle pas des collectifs de sans-papiers existants, qui faisaient que créer des organisations de soutien, c'était renforcer le déséquilibre, et quelles que soient les intentions qu'on pouvait avoir, reproduire tout un ensemble de rapports qui étaient mauvais. Je vais aller beaucoup plus vite du coup sur la deuxième partie. Bon, nous on a échoué. En fait, il y a un point de bascule, en tout cas pour moi, qui est de cette séquence-là, qui est un an après la rentrée 2016. Alors peut-être que tout le monde a ça en tête. La rentrée 2016, c'est la destruction définitive de Calais, et suivie par la destruction d'énormes campements qu'il y a à Paris, et notamment autour de Stalingrad et Jaurès, où il y a 3000 migrants dans des endroits différents entre Jaurès et Stalingrad, mais en fait plus ou moins rassemblés, et avec une expulsion-évacuation qui prend les formes, pour moi, les plus terribles de tout ce que j'avais pu vivre. Pas forcément dans la violence directe, mais dans la violence symbolique, dans les rapports qui se sont créés, etc., et notamment une violence qui a été énorme, en tout cas pour moi, dans la façon dont je l'ai ressentie. C'est pas la pire par rapport aux migrants, mais notamment d'assister à des migrants qui avaient essayé de s'organiser pour résister sur ce campement-là, y compris de résister, au moins imposer qu'il y ait une négociation au moment de l'évacuation, qu'il y ait des débats, des choses qui soient faites, et qui, face au fait qu'ils n'ont pas réussi à créer cette dynamique-là, il y avait une situation vraiment terrible où les flics forçaient les migrants, la fin de l'évacuation, les flics forçaient les migrants à s'accroupir pour l'ordre, pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de bataille, pour pas qu'il y ait de bagarre, etc., qui les prenaient comme ça par le dos et qui les sortaient du truc, toi tu as le droit de monter dans le car, etc. Et d'assister, d'être à ce moment-là avec quelques autres camarades, d'être avec des camarades migrants avec lesquels on avait essayé d'organiser, notamment on avait organisé un rassemblement, une manif sur le campement quelques jours auparavant, qui
c'est tellement violent en termes de... Même aujourd'hui encore. Je vais passer sur ce truc-là, mais la violence, c'était que pour eux, il fallait qu'on parte. Pour ne pas... Il fallait qu'ils montent. En gros, on les empêchait d'accepter de s'humilier pour pouvoir avoir une place en hébergement. Et pour nous, ça a été un moment clé à ce moment-là de où on en était rendu et de ce qu'on n'avait pas réussi à faire à ce moment-là, de réussir à permettre ou à favoriser que se construise une organisation des migrants qui leur permette de résister, etc. Et donc, voilà, je vais aller beaucoup plus vite sur la deuxième phase de la réflexion un petit peu politique à laquelle ça a amené, parce que du coup, il y a eu une convergence entre ça, enfin, cette situation de l'échec pour plein de raisons, hein, de l'organisation des migrants et des migrantes, eux et elles-mêmes, et ça c'était notre point de vue, je pense qu'en fait il y avait des choses qui avançaient mais qui simplement prenaient des rythmes plus lents, des formes auxquelles on n'était pas forcément habitué, mais il y avait conjonction entre ça, le durcissement de plus en plus des politiques auxquelles on était confrontés, c'est-à-dire que l'urgence devenait de plus en plus terrible, et 3, l'absence totale on va dire, du mouvement traditionnel, de la gauche au sens général, dans ces luttes-là. Et du coup, d'arriver à une réflexion qui était beaucoup plus sur le lien entre ces facteurs-là, c'est-à-dire de penser que si on voulait avancer dans la lutte, il fallait qu'on arrive à penser les articulations entre les spécificités des revendications et de la lutte des migrants et de la logique générale du système dans lequel on était, de comment il évoluait. Donc je vais m'arrêter là, c'est un peu trash, mais moi ça m'a ramené je sais que j'ai lu un texte de Étienne Balibar, mais ça m'a ramené aux analyses sur l'impérialisme, c'est-à-dire de penser, de me dire qu'il faut penser la connexion et les articulations et la logique qu'il y a entre ce qui est fait par rapport aux migrants, le renforcement des frontières, le développement des nationalismes, le développement du militarisme, et donc des tensions au niveau international entre États et blocs d'États, et le développement du racisme, le danger fasciste, etc. D'avoir une analyse qui permet de penser tous ces phénomènes-là ensemble, comme une logique du capital qu'on a en face de nous, ce qui a comme conclusion que, 1, on ne changera pas cette trajectoire-là, il faut la renverser. Et que l'autre conséquence de ça, c'est que, moi je viens de cette tradition-là, je reviens sur l'analyse de classe, c'est-à-dire que l'opposition à ça, y compris il faut comment articuler la lutte des sans-papiers avec la lutte de classe, qui n'est certainement pas une lutte... Alessandro est là, il y a eu tout un travail qui a été fait à l'origine de l'autonomie ouvrière italienne par les opéraïstes sur les compositions de classe, revenir sur toutes ces analyses-là, etc., pour mener un combat à cette échelle-là. Et je pense que ce qui est fait depuis le 18 décembre, là il y a une campagne qui s'ouvre notamment avec les syndicats et les collectifs de sans-papiers à partir du 3 avril pour des régularisations massives. Ce qui s'est fait le 16 mars, qui est pour moi une journée de révolte globale où je ne sais pas ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, de la visibilité et de ce qu'on a obtenu avec la marche des solidarités, pas simplement de converger avec la marche du siècle, mais de manifester devant. C'est-à-dire que ces thématiques-là ne soient pas écrasées, mais qu'elles soient rendues plus visibles. Toutes ces convergences-là, c'est à partir de ça, je pense qu'on pourra résoudre tout un ensemble de problèmes qui ont été posés. Vraiment passionnante. Je vais passer tout de suite, on va squeezer les questions, on garde les questions pour la fin, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Donc je vais demander à Clara Le Cadet de nous parler des associations d'expulsés. Merci, très
chaleureux à Nicolas Gérard et à Alessandro Stella pour l'invitation. Je voudrais juste dire, avant de commencer, que je suis très honorée de partager ce moment, d'une part avec Léopoldine, qui est quelqu'un à la fois passionnément engagé, d'une curiosité intellectuelle à peu près sans limite. Je suis très honorée également d'être avec Ansman Sissoko, dont j'admire depuis très longtemps la clarté à la fois intellectuelle et des engagements. Et puis, je suis très émue de me retrouver avec Étienne Balibar, que je connais depuis plus de 20 ans, pour dire. Et je peux apprécier le point. Allez, enchaîne. Non, laissez-moi parler 30 secondes. Et qui est donc un professeur à la fois merveilleux et généreux. Et à l'époque, j'ai fait ça s'appelait encore un DEA de philosophie politique avec lui sur le groupe Information Prison mené par Foucault et d'autres intellectuels pendant les années 1970. Et je crois que ça a au moins des résonances et quelques échos avec ce dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'il s'agissait à l'époque de permettre la libération d'une parole propre aux prisonniers et donc de créer les conditions de l'émergence d'une auto-organisation dans les prisons françaises. Alors, ce dont je vais... Puis, quand même, pour ajouter un mot, Étienne Balibar a cette grâce et ce don de savoir faire durer les liens malgré la distance. Ce dont je voudrais essayer de parler aujourd'hui, c'est de mes recherches sur des associations créées par des expulsés dans différents pays africains et de la manière dont cette recherche questionne à la fois les objets, les cadres et les frontières de la recherche académique sur ce que l'on appelle souvent trop vite et à tort selon moi les migrations, puisque plus généralement il s'agit d'étudier les politiques migratoires, le contrôle que l'État exerce sur les migrations et beaucoup moins en réalité les migrations elles-mêmes. Ce qui a été le déclencheur de cette recherche, c'était la découverte pendant la campagne présidentielle de 2017 de l'Association malienne des expulsés, qui a été créée en 1996 à Bamako par des Maliens qui avaient été expulsés de différents pays, certains de France à la suite de l'évacuation de l'église de Saint-Bernard, mais d'autres de l'Angola, de la Zambie, d'Arabie Saoudite. Ils étaient alors confrontés à l'inertie de leurs propres autorités et cherchaient à créer, à travers la création de cette association, les conditions d'une solidarité entre tous les migrants. L'effet paradoxal, vu d'ici, de l'annonce par le candidat Sarkozy d'un quota annuel d'expulsion chiffrée était qu'on commençait un peu à s'intéresser, à travers les débats que cette annonce suscitait, à ce qui se passait là-bas. Ce dehors, constitué par l'expulsion, est d'une certaine manière le point aveugle de nos politiques et il est le plus souvent occulté du débat public. Il est pourtant évidemment peuplé de personnes qui, dans des situations de relégation extrême, se rassemblent, se constituent en collectif et ce collectif y porte le nom de leur préjudice. Dire nous les expulsés, ce n'est pas rien. Quand on sait à quel point l'expulsion demeure un sujet d'opprobre social et politique dans de nombreux pays africains. L'idée même que du lien se crée, se recrée pendant et après l'expulsion, que celle-ci soit à l'origine de demandes et de luttes nouvelles,
tordait la représentation de l'expulsion comme une fin de route. Alors, bien sûr, le passage à l'action collective ne doit pas recouvrir ou occulter les drames et les épreuves innombrables créées par l'expulsion. Mais en tout cas, ce passage à l'action collective, il indique la possibilité, à la fois infime et très puissante, d'une auto-organisation parmi les expulsés, c'est-à-dire de processus de subjectivation politique parmi ceux qui, dans le cadre des politiques dites migratoires, font face le plus brutalement à la mise en œuvre de la puissance de l'État. La signification et la puissance politique de l'organisation des expulsés tiennent précisément dans le fait que non seulement ils ne disposent d'aucun espace politique, mais que cet espace leur est par définition dénié, interdit. Ce coup de force à la fois nominatif et politique entre bien sûr en résonance, une résonance à bien des égards tragique avec le mouvement des sans-papiers. Une résonance qui pose la question de savoir ce qu'il reste encore à revendiquer quand le motif originel de la lutte, avoir des papiers, circuler librement, a échoué. À l'instar de la lutte des sans-papiers, l'auto-organisation des expulsés, en tout cas au Mali, a fait émerger de nouvelles questions. La confiscation des biens et des salaires dans le pays où a lieu l'expulsion, l'inhumanité du traitement réservé aux expulsés, la complicité des États africains dans l'abandon de leurs ressortissants à travers la signature des accords de réadmission notamment. Des préoccupations extrêmement concrètes forment le quotidien de ces associations. Trouver un lieu pour des gens qui, pour certains, n'ont plus nulle part où aller, organiser leur transport, donner des soins, corps et âme. Cet acte fondateur qui consiste à apparaître sous ce vocable collectif d'expulsés et d'en faire les termes d'une lutte, peut être rattaché à tout un débat académique sur ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon « the autonomy of migration », l'autonomie des migrations. Car le champ académique reproduit le plus souvent les effets de l'action politique, en reprenant, sans les questionner, ses objets, ses cadres, sa terminologie et en reproduisant aussi ses frontières. Il est assez symptomatique, par exemple, que dans certains textes de collègues évoquant les associations d'expulsés dont je parle aujourd'hui, le terme d'expulsés soit systématiquement remplacé par ceux de retournés ou de rapatriés, qui sont de purs produits de l'action institutionnelle, comme si le terme d'expulsé, en tant qu'il est un terme de lutte choisi par les expulsés eux-mêmes, avait quelque chose de trop explosif et dérangeant et qu'il fallait le recouvrir par des termes institués. Il y a aussi dans le champ académique une dissymétrie frappante entre le nombre de travaux dédiés aux dispositifs de contrôle et ce qui se joue dans l'auto-organisation, comme si là encore le monde ne devait être vu et étudié que par le prisme de l'État. Cette invisibilisation et cette disparition des expulsés, c'est la réalisation presque parfaite de la construction du national dans le champ de la recherche. De l'omniprésence imaginaire et fantasmée des immigrés dans le débat politique et de leur disparition une fois les expulsions mises en œuvre. Réintroduire le thème de l'autonomie et de l'auto-organisation, c'est reconnaître, y compris dans l'expérience radicale de l'expulsion, des formes de socialisation et de politisation irréductibles à l'action de l'État. Papadopoulos et Tsianos parlent de communs mobiles pour désigner les rapprochements, les connexions qui se font entre les migrants et qui leur permettent de construire un savoir et des stratégies communes susceptibles de les porter dans les épreuves dont sont jalonnés leurs parcours. Ces stratégies, ces alliances, ces résistances, elles existent aussi dans l'expulsion où la question de la survie est si souvent en jeu. Je pense aux expulsés de la Libye, d'Algérie, qui en plein Sahara créent des micro-communautés éphémères pour pouvoir continuer à avancer.
talonnée à chaque instant par l'épuisement, la maladie, la mort. Il me semble aussi, plus largement, que le débat sur l'autonomie des migrations pose aux chercheurs la question de ses propres alliances. Où et avec qui a-t-on envie d'être? Préfère-t-on à nouveau, encore et toujours, documenter la vie des institutions ou celle des luttes? Et parfois, sur le terrain, ce sont juste les sympathies avec les gens qui vous donnent envie de faire de la recherche. Et même si on pense qu'il serait peut-être utile d'aller interviewer des représentants d'institutions, on sait que d'une certaine manière, on n'en apprendra pas beaucoup plus en allant faire ce type d'entretien qu'en lisant le site internet de l'OIM ou autres institutions dédiées à la question des migrations. Donc voilà, il y a des choix aussi qui se font par ce type de raisonnement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la question de l'autonomie des migrations, elle ne doit pas être prise comme une notion figée, qui fétichiserait en quelque sorte les processus d'auto-organisation sans prendre en compte les conflits qui les traversent, ainsi que la manière dont ils sont constamment en tension et ou imbriqués dans des logiques politiques et humanitaires. Il me semble qu'il faut aussi voir l'auto-organisation comme un véritable champ de bataille, où les tentatives d'émancipation côtoient la reproduction de l'aliénation, où les mouvements sont constamment l'objet de tentatives d'appropriation et d'instrumentalisation. Les expulsés se situent de fait dans un champ miné, traversé par des rapports de pouvoir extrêmes. Le terme d'expulsé lui-même marque une double inscription face aux États. Ceux qui expulsent et leurs propres États ou ceux vers lesquels ils ont été renvoyés, qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels les rattache leur nationalité. L'originalité de la critique développée par l'Association malienne des expulsés tient dans cette double critique de l'État. Elle dénonce la responsabilité des États qui expulsent, mais aussi la complicité des États africains. Lors des nombreux forums organisés à Bamako, un motif récurrent parmi ceux qui prennent la parole en public est celui de l'abandon. L'abandon d'États qui les a expulsés, mais aussi du leur. Et ils protestent également contre le fait d'être assimilés à des criminels. Pour penser ces tensions qui traversent l'auto-organisation des expulsés, il me semble qu'on peut explorer plusieurs pistes. D'abord, le poids de chaque contexte national. Au Togo, par exemple, les expulsés ont pendant longtemps été assimilés à leur arrivée à l'aéroport de Lomé à des ennemis du régime, harcelés, emprisonnés, extorqués. Ces contraintes influent évidemment sur les possibilités d'action, d'apparition dans l'espace public et sur les motifs même de la lutte. L'association togolaise des expulsés a ainsi mis très longtemps à obtenir la reconnaissance légale de son existence sous la forme d'un récépissé, et elle a dû organiser des réunions discrètes et aborder des thématiques consensuelles pour ne pas créer la suspicion. Un autre facteur qui pèse sur l'auto-organisation et qui explique au moins en partie des positionnements associatifs différents, voire antagonistes, est la dépendance financière vis-à-vis des bailleurs. Qu'il s'agisse d'institutions politiques ou d'ONG humanitaires, ces financements obligent les associations à renoncer à une partie de leur autonomie, le risque étant bien sûr leur utilisation comme le volet social, humanitaire d'un dispositif global d'expulsion qui s'en trouverait par là même renforcé et légitimé. Les positionnements des associations sont traversés de fait par des affrontements idéologiques qui ne s'expriment pas tant dans le rapport qu'elles entretiennent entre elles que dans la manière dont leurs activités s'inscrivent dans un rapport de confrontation ou d'allégeance vis-à-vis des politiques étatiques. Le cas peut
peut-être le plus extrême, et en tout cas le plus frappant pour moi parmi les associations que j'ai rencontrées, c'est l'association des rapatriés et de lutte contre les migrations clandestines du Cameroun, qui a été créée en 2005 à Yaoundé par des jeunes Camerounais rapatriés à la suite des événements de Ceuta et Melilla. Et qui étaient donc en 2005 accueillis à leur arrivée par des représentants du gouvernement camerounais. Les membres de cette association sont investis dans des tournées du pays où, sur la base d'expositions de photos et de rencontres avec les jeunes, ils préviennent des maux qui frappent ceux qui s'embarquent dans la traversée clandestine. Donc ces associations auto-organisées, finalement, s'inscrivent dans le même type d'entreprise que les campagnes de sensibilisation au danger de la migration clandestine organisées par l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne dans de nombreux États africains. Il faut, à mon sens, cependant faire une nuance, c'est que, contrairement au projet politique de dissuasion et d'assignation à résidence des populations africaines par l'Union européenne et par l'Organisation internationale pour les migrations, les membres de cette association camerounaise parlent de la légitimité de leur expérience et des épreuves qu'ils ont eux-mêmes traversées pour convaincre la jeunesse de ne pas se risquer dans de tels périls. Et cela aussi, même si c'est dérangeant du point de vue des potentialités de l'auto-organisation, on doit aussi, je pense, pouvoir l'entendre. Alors, comme j'ai plus beaucoup de temps, non. Pas du tout. Vous avez des choses beaucoup plus intéressantes et importantes que moi. Donc simplement, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que ce champ de l'auto-organisation des expulsés est loin d'être un champ homogène. Il est traversé par des tensions, par des antagonismes. Au Mali, si l'action de l'association malienne des expulsés a été pionnière en termes de rassemblement et d'organisation des expulsés et qu'elle continue à tenir une ligne de politique relativement radicale quant à la critique à la fois des gouvernements qui expulsent et des États africains. Il existe aussi d'autres associations au Mali créées par des expulsés qui, elles, se cantonnent à une gestion, pourrait-on dire, exclusivement sociale ou humanitaire des conséquences de l'expulsion, soutenues en cela par des ONG européennes qui ont aussi un impact énorme sur la reconfiguration et la restructuration de ces associations en fonction de leur propre agenda humanitaire. Et il y a de ce point de vue une ONG allemande qui s'appelle Médico International, qui finance à la fois l'association malienne des expulsés et aussi un réseau sierra-léonais qui s'appelle The Network of Ex-Asylum Seekers in Sierra Leone. Médico International a cette particularité de mener une réflexion, semble-t-il, très intelligente sur la notion de partenariat, c'est-à-dire que son financement et son action en tant qu'ONG européenne n'est pas un impact trop profond sur les choix stratégiques de ces associations formées par les expulsés. En tout cas, pour finir, il me semble important de dire que l'espace dont disposent ces associations est évidemment extrêmement restreint.
qu'elles évoluent et s'avancent sur ce qui ressemble le plus souvent à une ligne de crête, et qu'elles risquent toujours de devenir d'une certaine manière l'alibi du renforcement des politiques d'expulsion si elles arrivent à se développer et à se structurer suffisamment pour que les gouvernements qui expulsent et leur propre gouvernement considèrent que d'une certaine manière, elles assurent le suivi social, humain, des conséquences générées par ces politiques. Écoutez, je vais être très bref. Bien sûr que c'est vrai. Parce que je pense qu'on a entendu énormément de choses très importantes, très intéressantes. Au revoir, Azora, merci. Au revoir. Merci. Tout ce que vous avez dit va être... Il faut donc qu'on puisse en discuter, et puis ce qui est tout à fait sincère, c'est pas du tout de la frime, c'est que je ne suis pas venu avec un discours préparé. Je suis heureux d'avoir entendu des discours très structurés, mais moi je ne suis pas un chercheur, bon, en tout cas pas spécialisé dans les questions, pas expérimenté, disons, je n'ai pas d'expérience de chercheur dans le domaine qu'on vient d'évoquer longuement et qui est notre objet ce soir. Et d'autre part, je ne suis pas non plus à proprement parler un militant, en tout cas pas dans le présent immédiat, engagé dans des luttes ou dans des actions de solidarité, sauf, bien sûr, épisodiquement, de façon ponctuelle et un petit peu latérale. Je ne le fais pas par point d'honneur, je le fais parce que j'en ressens naturellement la nécessité, donc c'est ni une excuse ni une apologie. Bon, dans ces conditions, je voudrais simplement revenir sur un point qui me semble fondamental, qui court à travers ces interventions. J'écoutais ce qu'ils disaient, ça me confirmait dans l'idée qu'il fallait en parler, et qui concerne à la fois ce que Cicero appelait le rapport de force politique. D'ailleurs, dès le début, il en a été question, donc la dimension politique du combat qui se mène en ce moment, dans les difficultés énormes que nous savons, et sur cette base, ou de façon indissociablement liée à ça, aussi sur ce qui, je crois, est vraiment l'objet de notre réflexion, c'est-à-dire l'urgente nécessité, mais en même temps les considérables difficultés de l'action militante commune à qui, commune aux sans-papiers, commune aux expulsés. Je veux dire que rapatrier, c'est quand même assez extraordinaire du point de vue en particulier des résonances que ça évoque dans l'histoire nationale et coloniale française. Bon. Encore un de ces effets de symétrie qui ne sont pas du tout innocents. Bon. Donc à la fois l'urgence absolue de cette action commune et évidemment la nature des difficultés auxquelles elle se heurte. Et parmi ces difficultés, s'il me reste quelques minutes, mais on verra bien, il y en a une à laquelle, comme philosophe, disons, je suis spécialiste des questions du discours, je suis assez sensible depuis quelque temps et dont j'avais annoncé que j'essaierais de dire quelques mots. C'est l'espèce de conflit que je perçois, en particulier chez des camarades et des collègues qui sont engagés notamment dans les actions de solidarité avec les réfugiés ou les migrants, les deux en général, qui essaient de traverser certaines frontières, je pense notamment à la frontière franco-italienne. Donc la difficulté relative à laquelle ils se heurtent de choisir pour penser ce qu'ils font eux-mêmes et en même temps pour en parler en public et pour l'expliquer et pour essayer de le populariser et de le faire partager entre deux discours, je dirais. Alors j'essaierai de montrer que même s'ils sont très hétérogènes, ils ne sont pas nécessairement absolument incompatibles, qu'on a déjà entendu ici d'une certaine façon. C'est-à-dire que d'un côté, le discours de l'hospitalité, naturellement avec la question de l'hospitalité vient la fraternité, vient la solidarité,
Et puis d'autre part, le discours du droit de circulation, qui est un discours politique différent. J'étais très, très intéressé évidemment d'entendre tout à l'heure Sissoko faire une bonne place à cette notion de droit de circulation dans son discours. Bon, alors, déjà un peu fait partie de mon temps. Bon. Et sur le premier point, politique, je voudrais dire simplement la chose suivante. J'espère que ce n'est pas trop abstrait. Bon. Il me semble qu'une bonne partie des problèmes, et c'est ceux que nous devons essayer de résoudre, viennent du fait qu'il y a une énorme dissymétrie contre laquelle on se bat en permanence, qu'on essaye d'une certaine façon de redresser. Et cette dissymétrie, elle est à deux niveaux. Bon. La première dissymétrie, c'est que d'un côté, évidemment, nous avons des politiques puissantes. On les a définies comme des politiques capitalistes. Naturellement, je suis d'accord. Il resterait à tenir un discours plus détaillé. L'occasion s'en présentera certainement sur le genre d'intérêt que le capital mondialisé d'aujourd'hui trouve à mettre en œuvre ce que dans d'autres lieux j'ai appelé une sorte de, en servant de mots de Marx d'ailleurs, une nouvelle loi de population qui n'est pas simplement fondée comme à l'époque du colonialisme sur le fait que vous avez d'un côté un certain type d'exploitation, des ouvriers, des prolétaires au sens classique du terme, et puis de l'autre l'énorme masse évidemment des populations colonisées ou quasi colonisées qui sont aussi bien entendu exploitées par le capital mais sous des formes complètement différentes. Et ça supposait, ça a été le cas pendant des siècles, que ces deux types de populations soient répartis pour l'essentiel. Il y a des bavures, naturellement pas tout à fait aussi simple que ça, de part et d'autre, non seulement d'une frontière, mais d'un gigantesque espace de séparation. Et cet espace de séparation, alors il y a toutes sortes de paradoxes, évidemment l'Algérie qui est considérée comme des départements français, bon, etc. Il y a des modalités de colonisation, mais il était quand même très concrètement matérialisé par l'océan, et il l'est toujours d'une certaine façon. Bon. Alors, je dirais pour aller très vite que ce qui se passe, semble-t-il, dans le capitalisme d'aujourd'hui, c'est que cette distance s'est raccourcie de plus en plus, à la fois parce que les communications, les circulations s'intensifient, et puis parce que, au fond, la différence de nature ou de statut entre ces populations exploitées de part et d'autre ne se définit plus du tout de la même façon. Ce n'est pas deux grands mondes, je ne dis pas qu'il n'y a plus de différence entre le nord et le sud, mais ce n'est pas d'un côté les ouvriers, si vous voulez, et de l'autre côté les masses paysannes exploitées du tiers-monde. C'est une gigantesque population flottante, comme l'a dit Marx aussi, naturellement, qui, suivant les besoins du capital, il ne faut pas se faire d'illusions, le capital a absolument besoin que des sans-papiers, des migrants, des réfugiés de toutes sortes arrivent ici. Il ne faut pas qu'ils meurent tous en cours de route, il faut qu'il y en ait qui meurent, parce que ça entretient l'insécurité, c'est terrible à dire, bon, et ça permet d'exercer sur eux une pression de tous les jours, mais il faut qu'on ait qui passe, on en a besoin ici. Bon. Donc, si vous voulez, les masses critiques se sont rapprochées, elles ne sont plus séparées de la même façon, même si l'océan est toujours là et constitue d'une certaine façon un système. Alors tout ça, c'est un problème, à la fois démographique, sociologique, politique, économique, etc., qu'il faut gérer et que le capital, en alliance naturellement avec l'État, gère par le moyen de la violence et même de l'extrême violence. Alors ça ne marcherait pas si les populations n'étaient pas elles-mêmes, en particulier les populations du Nord, françaises, etc., n'étaient pas, je ne dis pas d'accord, mais enrôlées d'une certaine façon dans cette gestion. Et là, naturellement, il faudrait avoir le temps, mais on a affaire à tous les mécanismes un peu mimétiques, si vous voulez, qui se passent entre la xénophobie des populations, d'autant plus forte peut-être qu'elles se sentent, à tort ou à raison, plus déstabilisées, plus insécurisées, plus précarisées, mais on sait bien que ce n'est pas aussi mécanique que ça. Et puis d'autre part, les actions permanentes de l'État, c'est pas la peine de répéter ce qui vient d'être dit ici, qui ont pour intention, ou en tout cas pour effet, non pas de donner le sentiment que les problèmes peuvent être rationnellement et humainement réglés, il disait très bien tout à l'heure, mais au contraire, à la fois d'invisibiliser toutes sortes de pratiques, je dirais, de cruauté, s'il n'y a pas d'autre
mot, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, mais aussi d'un autre côté de rendre extrêmement visible la discrimination. De façon, j'ai toujours pensé ça depuis très longtemps, de rendre extrêmement visible la discrimination, de façon à nourrir, je dirais, dans la population citoyenne, celle qui a un passeport français plus ou moins longtemps, une génération en tout cas elle est là aujourd'hui, le sentiment que si les autres sont visés par des pratiques aussi discriminatoires, ça veut dire que nous, d'une certaine façon, nous sommes à l'abri, même si nous sommes protégés. Ça fait vraiment partie du lexique de la protection. Donc là, alors la conclusion que j'en tire, et je vais m'arrêter, je n'irai pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. La conclusion que j'en tire, c'est que naturellement tout est profondément politique, rien n'est spontané. Rien n'est spontané dans cette production, si vous voulez, d'une conscience sociale, d'une opinion publique qui, de façon plus ou moins massive, est disposée à soutenir des formes et à adhérer, je dirais, à des formes non seulement nationalistes, mais rigoureusement utilitaires, même si elles sont inefficaces de gestion des mouvements de la population mondiale. Bon. Alors, ceci étant dit, les effets ne sont pas du tout mécaniques, évidemment. Et donc, c'est là que se pose la question du rapport de force, et c'est celle qui est au cœur de nos réflexions. Parce que si la production de l'opinion publique xénophobe est un processus politique, la résistance à cette production, le renversement dans la mesure du possible de la situation, et je ne dis pas facile, mais a un sens, et présente même une urgence. N'hésiterai pas à appeler civique, qui est l'intérêt en fait de la démocratie elle-même. Mais on sait que c'est très difficile. Bon. Et alors une des raisons pour lesquelles c'est très difficile, entre autres, naturellement à part la pression des conditions et des circonstances, c'est l'autre dissymétrie que j'ai en tête, cette espèce de double contrainte. Parce que, bon, juste un mot sur l'hospitalité et le droit de circulation, je n'aurai pas le temps d'en parler. Ce qui est frappant dans ce choix qui nous est présenté, en tout cas ce qui me frappe, c'est que le discours de l'hospitalité tend à être un discours, alors je ne vais pas dire de blanc, hein, moi aussi comme Nicolas j'ai absolument horreur de cette terminologie, je crois très dangereuse, donc je la mets de côté. Bon, mais c'est un discours de nationaux, évidemment par définition, c'est un discours qui parle, éventuellement il parle dans le bon sens, bien sûr, il parle dans le sens d'un appel, pas seulement à la générosité, mais à l'intelligence, au sens politique, des gens qui sont, entre guillemets, ici, chez eux. C'est eux qui peuvent exercer l'hospitalité. Bon. Alors évidemment, à ce moment-là, vont commencer toutes sortes de discussions. Là, j'ai entre les mains le dernier livre publié par notre collègue et ami commun, avec qui Clara a collaboré, après avoir travaillé un tout petit peu avec moi, Michel Regier, évidemment un des grands représentants à la fois de la réflexion, de la recherche et de l'engagement sur ces questions. Bon, j'ai commencé à les lire. On voit que les discussions portent sur la question de savoir si, comme l'avait dit autrefois le philosophe Derrida, l'hospitalité doit être inconditionnelle, ou bien si au contraire il faut qu'elle comporte des conditions pour être réalisable, pour être pratique. Mais le fond du problème n'est peut-être pas là. Le fond du problème, on le trouve du côté de certains critiques de la notion d'hospitalité, que je prends tout à fait au sérieux, qui disent c'est très généreux le discours de l'hospitalité, mais en même temps c'est complètement paternaliste. Hein, c'est complètement parce que celui qui exerce ou qui offre, etc., c'est celui qui a une position installée, donc toujours encore dominante d'une certaine façon, même si c'est pas un capitaliste ou un richard. Et en face de lui, qu'est-ce qu'il y a? Des gens qui demandent. Des gens qui demandent à entrer, des gens qui demandent à vivre, des gens qui demandent à être respectés, des gens qui demandent à être considérés, mais ils sont en position de demandeurs. Bon. Alors que si vous vous placez de l'autre côté, du côté du discours du droit de circulation, alors là c'est très compliqué aussi, parce qu'il y a naturellement tout un discours libéral, même néolibéral, pour qui non seulement l'idée de droit de circulation n'est pas une notion anathème, scandaleuse, mais au contraire l'objet, sinon d'une propagande, en tout cas d'une élaboration positive. Ceux qui évidemment ont tendance à revendiquer le droit de circulation, c'est ceux qui en sont privés. Hein.
Bon, c'est ceux qui en sont privés, et en particulier ceux qui observent cette autre discrimination, cet autre aspect, très bien souligné tout à l'heure par Sissoko, de discrimination massive, qui tient au fait qu'aux frontières, il y a des gens qui passent et il y a des gens qui ne passent pas, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, mais il y a quand même une grande dichotomie. Et puis surtout, il y a des gens dont le passeport est un passeport pour la circulation, alors que pour d'autres, le passeport est un passeport pour l'interdiction de circuler ou pour le refoulement en attendant l'expulsion et le rapatriement. Donc la revendication du droit de circulation de ce côté-là, c'est une revendication d'égalité. Et une revendication d'égalité, ou comme je dis dans mon jargon, d'égale liberté, hein, bon, il y a une notion philosophique qui a évidemment une dimension universaliste fondamentale, mais qu'on entend surtout dans la bouche de ceux qui en sont privés et qui la réclament. Alors ça me ramène, et je conclurai, à la dissymétrie dont je voulais parler. Il n'est pas au pouvoir de personne, ni de ceux qui sont violemment discriminés, ni de ceux qui sont plus ou moins en situation d'essayer de redresser les politiques inhumaines et discriminatoires de nos pays, d'abolir purement et simplement cette dissymétrie. Et ça se sent très bien, j'ai été très sensible à ça, vous aussi peut-être on va en parler maintenant, dans les interventions, dès qu'on touche à la question de l'autonomie, le droit à la parole, vous en parliez dès le début, bon, qui parle pour qui, c'est un point fondamental. Évidemment, ceux qui sont en position d'aider peuvent se trouver aussi, perversement, en position de parler à la place de ceux qu'ils aident. Bon, qui s'organise de façon autonome. Mais l'autonomie est évidemment absolument indispensable. Et en même temps, tout le monde voit bien qu'elle peut être à double tranchant, parce qu'elle conduit, le cas échéant, purement et simplement, à l'isolement. Bon. Alors, je ne crois pas du tout que ces contradictions soient insurmontables, elles sont le pain quotidien de la pratique, hein. C'est de ça que nous parlons, et je pense que les choses progressent effectivement de ce côté, même si la situation est extrêmement difficile. Je terminerai sur une seule idée, si vous permettez, pour venir à ma question hospitalité, circulation, d'autant plus que, qu'est-ce qui se passe? Hier, la criminalisation de la solidarité continue, la police intervient massivement dans la vallée de la Roya pour arrêter brutalement hier matin, où il y a 2 jours, 3 des membres de l'association Roya citoyenne qui sont accusés d'avoir aidé des migrants à traverser, etc. Bon, j'en conclus qu'en réalité l'opposition n'est pas si absolue que ça, hein, bon, n'est pas si absolue que ça, parce que les solidarités militantes existent effectivement, et qu'un des objets fondamentaux de plus en plus des solidarités militantes, c'est justement la possibilité du passage, c'est le statut des frontières, et il est évident que Stalingrad, Calais, tout ça, c'est aussi des frontières, et que là-bas, au Mali, on est aussi d'une certaine façon sur la frontière. Donc la frontière, d'une certaine façon, est partout. Et c'est l'alternative de la répression violente ou au contraire de l'élargissement des possibilités de libération et d'émancipation dans cette espèce de frontière généralisée dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui constitue en somme l'objet commun sur lequel se retrouvent, se rassemblent, agissent ensemble pour un autre monde, des gens qui ne sont pas nés du même côté de l'océan. J'aurais aimé revenir sur le point conflictuel de la catégorisation blanche ou noire. Je suis désolée, j'étudie un peu les luttes noires. Quand même, c'est assez important de faire cette distinction. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas du tout? Mais c'est pas de votre faute. Là, on m'entend mieux. Du coup, je voulais revenir sur la catégorisation blanche ou noire, parce que j'étudie un peu les luttes noires, et du coup, c'est vrai que c'est assez important de visibiliser les rapports de domination, et notamment ceux-là. Et du coup, je voulais en savoir plus sur le fait que vous étiez contre. Voilà. Merci.
Ok, merci. Est-ce que toutes les étudiantes ont signé le cahier de présence? Ça, c'est magnifique. Vaste. Est-ce que quelqu'un a une question? Juste pour souligner, mais vous devez le savoir qu'il y a quelques jours, le séminaire Non-lieu que l'exil a justement beaucoup contesté cette notion d'hospitalité. Juste pour le rappeler, c'était centré là-dessus, c'était tout d'abord. Oui, parce que la question de l'hospitalité, c'est aussi un discours un peu, enfin, c'est une métaphore aussi du chez-soi, d'inviter des gens chez soi, etc. Puis nous, on se situe en tant que propriétaire et on invite des gens. Je crois que c'est Sophie Gibault qui avait aussi critiqué ça dans Les Migrants de Calais, très, très peu critique, sur le fait que, en fait, quand on invite quelqu'un chez soi, on lui. Voilà, il a aussi un code de conduite qui fait qu'il ne se comporte pas comme un citoyen, comme quelqu'un porteur de droit, mais comme quelqu'un qui est accueilli et qui doit se mettre un petit peu aussi de son côté à cette hospitalité-là, en mettant toutes ces règles de bienséance, etc., en mettant à sa place. Moi, par rapport à l'intervention de Denis, enfin, ça c'est des vieilles discussions qu'on a eues, mais sur l'époque de la chapelle, etc., où je suis tout à fait d'accord de plus en plus avec cette question qui nous ramène à l'autonomie, mais en même temps, bon, avec quand même cette idée de comment est-ce que, en tant que membre de droit, même si on peut contester ces frontières et cette exclusion par la citoyenneté, mais en tant qu'ayant des droits de citoyen, est-ce qu'on n'a pas un devoir à s'opposer en tant que citoyen à tout ce qui se fait en notre nom, finalement, quoi, au nom d'un... Voilà. Il y a ça aussi, mais qui est vraiment à problématiser dans le fait de ne pas prendre la parole à la place des autres. Mais il y a quand même, pour moi, quelque chose qui est de l'ordre de... Il faut aussi, c'est aussi peut-être mobilisateur de dire aux gens, même si c'est culpabilisant, etc., mais toutes les atrocités qu'on fait subir aux migrants, tous les crimes qui ont lieu aux frontières, c'est en votre nom, en fait. Donc c'est aussi contestable en son nom propre. Voilà. J'aurais peut-être une autre question, mais je vais d'abord passer la parole. Je suis ni chercheur ni étudiant, donc je vais faire de petites remarques sommaires, mais une première chose, en vous écoutant, je voulais dire que les questions qu'on aborde ici concernent aussi l'Europe, parce qu'au sein de l'Europe, les Balkans en particulier, sont tout à fait touchés par la question d'ostracisme qu'on évoque ici. Donc c'est pas que le rapport à l'Afrique, c'est aussi des questions intra-européennes. Et par rapport à l'hospitalité, je me disais comme ça en vous écoutant, que si on se situe dans le rapport à l'autre, dans un rapport de générosité ou même de droit, à mon avis on se trompe, parce que la question de l'autre, c'est d'abord que l'autre est une partie de nous-mêmes et qu'il nous importe pour nous-mêmes, de manière égoïste, de comprendre ça, qu'à partir de là, il n'y a plus de question de paternalisme, de bienveillance, de rapport supérieur à l'autre, puisque l'autre nous est indispensable. Moi, il n'y a pas... En fait, dans vos deux interventions, Clara et Étienne, ça m'a fait penser à un roman qui pense à la fois la question de l'océan et puis du stigmate, c'est Fatou Guillaume, Le ventre de l'Atlantique. Et j'avais une question sur le stigmate, en fait. C'est voilà, comment ça se fait que, même est-ce que il y a des explications culturelles, etc. Pourquoi ce stigmate est aussi intériorisé par la société de ces pays d'Afrique, alors que les gens sont finalement des victimes, et le départ est apparemment valorisé, mais pourquoi quand est-ce qu'on est victime comme ça,
d'une injustice, on est aussi stigmatisé par sa société d'origine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Bonjour, moi je voulais remercier M. Balibar pour sa note sur l'hospitalité. Je voulais remercier M. Balibar pour ses observations sur l'hospitalité et la liberté de circulation et d'installation. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de militants qui revendiquent à travers l'hospitalité, sans même parler de revendiquer à travers le système d'asile, qui est exclusif en réalité, et que c'est très difficile de faire comprendre à quel point, en fait, ça se mord la queue quand on parle d'hospitalité. Puisqu'effectivement, tout de suite vient la question du critère. Mais quand on pose ça en termes d'égalité des droits, eh ben, tout ça se pose plus comme ça. On n'est plus justement, on n'est plus dans des logiques de critères d'admettre et de marquer une différence. Donc je voulais te remercier. Voilà, je vous passe la parole si vous avez. Je crois que madame voulait rajouter quelque chose. Je vais être très court. Ouais. Je ne suis pas forcément d'accord sur le commentaire de Denis qui dit qu'on a échoué et que l'auto-organisation n'a pas tenu. Tout a été fait, c'est ça qu'il faut rendre hommage aux militants qui étaient là, c'est qu'ils privilégiaient l'auto-organisation, qu'elle a commencé à s'élaborer et que bien sûr chaque fois qu'elle s'élabore, comme on le voit à Bure, à Notre-Dame-des-Landes, etc., l'État l'a détruit. Mais l'essentiel c'est de la protéger et de la privilégier. J'ajouterais, moi qui avais vécu tout ça, que c'était vraiment une lutte dans la lutte. C'est-à-dire que tout ça a été énormément contesté et Denis a vraiment fait partie des gens qui ont tenu ça à bout de bras jusqu'au bout. Je suis en train de terminer un film d'ailleurs sur ce moment-là et Denis a un rôle important. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir bientôt. On pourra en reparler. Je vous laisse répondre. Bon, en plus, malheureusement, je vais être obligé de vous quitter assez vite, je ne suis pas fier de ça. Le film qui vient après est magnifique, je l'ai déjà vu, il est extraordinaire. Je l'ai vu en compagnie d'ailleurs de ceux qui l'ont fait. Bon, alors, sur les blancs et les noirs, j'aurais peut-être mieux fait de me taire, parce que je soulève une difficulté énorme, et je comprends très bien que vous réagissiez à ce que j'ai dit. Je ne veux absolument pas contester que la dimension raciale de stigmatisation, comme tu le disais à l'instant, et cette stigmatisation est celle des individus, elle est celle des collectifs, elle est celle des générations qui se suivent, elle est celle des continents eux-mêmes, bon, etc., soit une dimension fondamentale. Évidemment, c'est une dimension absolument fondamentale. Si ce que j'ai dit pouvait être interprété comme cherchant à occulter cette dimension, ça serait vraiment scandaleux. Les raisons de mes réticences, mais ces réticences, je les ai déjà exprimées dans d'autres lieux, ça va continuer. Il y a des colloques, il y a des circonstances de toutes sortes, et je suis prêt à entendre absolument le point de vue opposé, sont doubles, si vous voulez. D'une part, je pense que autant il est important de rétablir et de remettre au premier plan, quand elle est occultée, la dimension raciale, y compris pour faire prendre conscience à ceux qui ne veulent pas entendre parler du fait qu'ils participent eux-mêmes, évidemment, d'un processus collectif de racisation, autant je pense qu'il est dangereux de réduire, de tout ramener à ça, disons les choses de cette façon, ou de considérer que c'est le facteur fondamental qui détermine tout. Et dans certains langages, disons décoloniaux, les choses par leur nom, j'entends une tentative de ce genre. Il me semble que les expériences de lutte sur de longue durée, telles que celles qui ont été rapportées ici par Sissoko, qui ont été discutées par d'autres, montrent qu'on ne peut pas adopter une position réductrice de ce genre, et que le choix des noms, en particulier, sous lesquels se désignent ceux qui ont tous les droits de commencer par expliquer en quoi ils sont les victimes du système, doit être soigneusement écouté. Donc, quand on a dit, ils ont choisi le terme de sans-papier pour sortir de la désignation de clandestin, ou quand Clara nous raconte de quelle
façon, on mobilise la notion d'expulser de façon à réfuter certaines descriptions. Je pense qu'il y a là l'indice du fait qu'on ne peut pas tout ramener, si vous voulez, à la race, mais que les circonstances sociales et les dimensions politiques doivent être entendues. La deuxième raison que j'ai, c'est peut-être idiot, mais les derniers événements me renforcent encore dans ce sens, c'est que je redoute beaucoup, peut-être à tort, qu'une certaine façon d'utiliser l'antithèse blanc racisé, d'ailleurs c'est très significatif que d'un côté vous ayez un terme comme ça de couleur hérité de la colonisation ou de l'esclavage, puis de l'autre côté finalement une notion sociologique importante, mais quand même imprécise, hein, qui est racisé, suivant les endroits, c'est pas les mêmes, les couleurs ne se distribuent pas de la même façon. Bon, je redoute que ça produise un effet symétrique, c'est-à-dire pour dire les choses clairement que ça encourage l'auto-racisation des populations dominantes blanches, européennes, nord-américaines, etc. C'est-à-dire que si le mot d'ordre exclusif devient lutte contre le privilège blanc, vous allez avoir un puissant discours non seulement de défense du privilège blanc, mais de défense de la race blanche. C'est au nom de ça que s'est fait l'attentat de Christchurch et que se feront aussi beaucoup d'autres choses. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve la question complexe. Alors maintenant, sur l'hospitalité, j'ai une position, alors, encore à tort ou à raison, je suis tout à fait prêt à discuter, qui est un petit peu extrémiste, c'est-à-dire que je plaide pour un concept aussi radical que possible de l'hospitalité, de façon à essayer évidemment de sortir de tout danger de paternalisme. Bon, non seulement donc, je pense qu'une conception militante et je dirais civique de l'hospitalité qui n'est pas exclusive d'autres mots d'ordre implique tout le contraire, disons, du code de bonne conduite, de la restriction des droits, de l'imposition de toutes sortes de conditions sous lesquelles ceux à qui on offrira l'hospitalité pourront en bénéficier conditionnellement, etc., etc. Bon, donc je pense qu'il faut prendre, c'est un discours de risque, hein, d'une certaine façon. Bon, et surtout, je pense que ça peut et que ça doit être un discours qui essaie de renverser le sens de cette idée qu'il y a des frontières, que nous sommes chez nous. Vous n'abolirez pas simplement parce que vous direz que ça ne devrait pas exister. Donc les frontières existeront bel et bien. Il y aura bel et bien des gens qui ont du travail, un passeport français, une maison plus ou moins confortable, etc. Et d'autres qui n'en ont pas, qui en ont besoin, et pourtant qui sont des êtres humains et des citoyens du monde ou des habitants de la planète avec des intérêts communs qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, si vous voulez, plutôt que de dire il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de pays, on est tous chez nous partout et on doit se, etc., je pense qu'il faut militer et se battre en convoquant en effet des idéaux, des sentiments, des affects et des raisonnements, bien sûr, pour une autre utilisation du fait que nous sommes ici plus ou moins stables dans un territoire que nous habitons depuis plus longtemps que les autres. C'est pour faire un autre usage de ce territoire, même le territoire national, même le pays. Hein, bon. Et je suis très frappé par le fait qu'un discours comme celui de Sissoko ne dit pas il n'y a plus de pays. Hein, il dit on doit pouvoir vivre et travailler de façon humaine dans plusieurs pays à la fois. Bon, ben, l'hospitalité est, d'une certaine façon, en tout cas telle que je la comprends, est à propos de ça. Et ça entraîne comme conséquence aussi, évidemment, que c'est une façon de redéfinir sa propre appartenance, que vous disiez de l'altérité tout à l'heure, ou l'élément d'altérité qui est le nôtre, dans différents endroits. Ce qui est très intéressant, c'est que pour exercer l'hospitalité, il faut se choisir un cadre. Bon, donc c'est le village, ça a beaucoup joué ces temps derniers, ça m'a frappé dans certaines régions de France. C'est les villes qui prennent des initiatives, qui essaient de se fédérer à travers les frontières, c'est un point très important. Il faudrait que ça soit les pays, etc. Et surtout, il faudrait que ça soit l'Europe. Je suis complètement d'accord avec vous, c'est le point fondamental. Et même, je pense qu'en réalité, l'Europe ne se fera pas si elle n'inclut pas une dimension d'ouverture et d'hospitalité dans sa politique. Et ça, c'est un peu un autre chose. Oui, pour répondre à ta question, Nicolas, sur le stigmate,
faisait penser au fait que l'association sierra-léonaise que j'ai évoquée tout à l'heure, qui s'appelle The Network of a concentré une partie de ses activités sur justement la question du stigmate associé à l'expulsion, en insistant sur le fait que les expulsés sont non seulement marginalisés au sein de leur société d'origine, mais le plus souvent montrés du doigt, explicitement mis à l'écart par leur congénères, et souvent aussi par leur famille. Et ce qu'ils expliquent, c'est que la plupart du temps, c'est par manque d'éducation, parce que les gens ne comprennent pas le système politique mondial dans lequel s'inscrivent ces expulsions et attribuent l'expulsion à une faute très grave, forcément, qu'aurait commise cet individu. Donc, pour cette association en Sierra Leone, il y a vraiment une sorte de travail d'éducation populaire pour que simplement les gens soient plus avertis sur le fonctionnement des politiques mondiales et sur le fait que non seulement les individus ne sont pas responsables, mais qu'ils sont pris dans un système politique dont ils sont évidemment les victimes. Après, du point de vue de la critique politique, on pourrait faire de la diffusion de ce type de motif, c'est qu'on peut penser que le motif du stigmate, il contribue aussi, d'une certaine manière, à... au revoir, monsieur Baliba. La publicité autour du stigmate, elle peut aussi contribuer à la dépolitisation de ces luttes. Parce que de fait, le stigmate, ça s'inscrit dans une problématique à la fois sociale, éventuellement familiale, mais elle ne met pas en question justement la responsabilité des États. On pourrait dire que d'une certaine manière, c'est ce genre de motifs de lutte qui sont à la fois importants sur le terrain, mais qui contournent, qui évitent un peu le cœur du problème, qui est la responsabilité des politiques. Non, parce que je voulais dire, en fait, c'est dommage qu'il soit parti, parce qu'il y a plein de choses qu'il a dit, en fait, avec lesquelles j'étais en désaccord, c'est un peu intéressant. Ça veut pas dire que j'ai raison, mais ça veut dire que c'est... je sais pas, c'est peut-être pas logique l'angle que je prends, mais je pense qu'il existe des blancs, il existe des noirs. C'est une réalité. Moi, quand j'étais à la chapelle, je ne me faisais pas contrôler par les flics. Point. Il y a une réalité matérielle, après on peut discuter, c'est que le fait que c'est construit historiquement, socialement, par une société donnée, comment, etc. Mais voilà, c'est comme ça, ça existe et donc ça a des conséquences, et ça a des conséquences y compris sur comment est-ce qu'on se bat. Il y a je pense que dans la lutte commune, par exemple, moi je pense que il faut intégrer justement la compréhension, par exemple, du racisme, de la façon dont il se développe, dans toute la logique du système actuellement, comment il évolue, etc. Mais que ça impose justement prendre conscience de cette réalité, qu'il y a des blancs et qu'il y a des noirs, ben, ça signifie que je ne peux pas me battre contre le racisme. Sans une relation particulière, en fait, qui est des sans-papiers, des noirs, des arabes, des musulmans, etc. Parce qu'il y a toute une réalité de ça que je ne connais pas, que je ne perçois pas même, qui m'est invisible à moi, dans la façon, dans mon expérience, etc. Donc ça, c'est la première chose. Je pense d'ailleurs que c'est comme ça qu'on se constitue en tant que classe. C'est justement de voir quels sont les intérêts communs qu'on peut avoir, mais en compte des singularités, etc., pour pouvoir lutter ensemble. Il y a une très belle formule. Alors, vous avez vu tous les débats
je ne veux pas être dans la polémique avec la France insoumise, mais c'est un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'il y a toute une partie de la gauche qui entérine justement le système des frontières, le racisme, le nationalisme, etc. Et que dans la polémique qu'il y a eu au mois d'août, septembre, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, cette question du dumping social, qu'en gros, un certain type de prise de position à gauche pour dire qu'en gros, il fallait limiter l'immigration parce que l'immigration crée une concurrence créer une concurrence pour les travailleurs nationaux. Alors, de façon intéressante, pour légitimer ça, Saint-Marx, on se référait à Marx et du coup ça donnait la notion, etc. Ce qui est rigolo, c'est que quand on va regarder les textes qui étaient cités de Marx, on se dit bah ils les ont pas lus, c'est pas possible parce que ça dit exactement le contraire sur cette question-là. Et qu'il y a un truc et que par contre ça donne des pions quand on va chercher, au contraire. Et qu'il y a notamment ce qui était cité, c'est un texte de Marx sur l'Irlande par rapport à l'Angleterre. Et la conclusion justement de Marx sur la lutte et la lutte de classe, c'est dire que la condition d'une lutte de classe en Angleterre, c'est que les prolétaires, c'est tous les termes de l'époque, hein, c'est que les travailleurs, les prolétaires anglais mettent comme priorité, comme condition de leur lutte, l'indépendance de l'Irlande. Donc ça c'est des choses qu'on devrait avoir dans la tête sur les articulations, justement la classe c'est pas un truc figé comme ça. Et juste dernière chose, mais je pense que ça fait partie du même... alors il y a aussi une histoire je trouve un peu bizarre cette histoire des frontières. Ouais, je pense que les frontières c'est pas d'abord des trucs géographiques, etc. C'est des rapports sociaux, c'est des rapports politiques, c'est des rapports de domination. Et que du coup, on ne peut pas juste parler des frontières dans l'abstrait, et que les frontières, tant qu'elles existeront, ça servira à segmenter, ça servira à diviser, ça servira à sélectionner, etc. Et c'est pas nous qui sélectionnons, c'est les pouvoirs en place qui sélectionnent, qui trient, qui dominent. Donc oui, je suis pour l'abolition des frontières, ne serait-ce que, et on devrait d'ailleurs s'appuyer sur ça, c'est quand même, enfin quand je dis scandaleux, on en est à combien de morts en Méditerranée? Et il y a un truc d'ailleurs qu'on oublie de dire, c'est qu'en termes de quantité de morts, et c'est horrible parce qu'on parle de chiffres, il y a un autre endroit où les migrants meurent en mer, c'est dans l'archipel des Comores. Et là, personne n'a l'excuse de l'Union européenne, etc. C'est uniquement l'État français qui a imposé ça, c'est en lien direct avec le colonialisme, etc. quoi. Mais supprimer les frontières, c'est-à-dire l'aspect politique, l'aspect discriminant des frontières, il n'y a plus de morts du jour au lendemain en Méditerranée. On peut le triturer dans tous les sens. On peut se dire après c'est complexe, ça implique tel type de lutte, etc. C'est la seule solution, c'est une solution qui repose uniquement sur des choix politiques. Donc voilà, je pense que c'est de cette façon-là dont on devrait se poser la question des frontières. Et je finis sur cette question de devoir, etc. Où on devrait dire aux gens, ouais, on est dans un pays civilisé, etc., qui a des richesses, machin, etc. Moi, je pense qu'aucune lutte peut tenir dans la durée avec toutes les culpabilisations qu'il peut y avoir derrière, etc. Et que c'est pour ça que ça doit être une lutte politique d'expliquer en quoi, sur le dos des migrants, et donc avec des conséquences dramatiques pour les migrants et les migrantes, ce qui est en train de se jouer, c'est toute une logique qui se développe et qui est néfaste, qui va à l'encontre des intérêts de la majorité de la population, et donc ce qui permet d'établir des liens dans cette lutte-là, qui ne sont pas des liens justement moraux, etc., mais des liens d'intérêts communs partagés et bien compris. Bon, merci. Demain, à 19h, il y a un rassemblement à la République contre l'islamophobie. Parce qu'on était dans la rue samedi avec la marche des solidarités pour dire que le racisme, c'est pas juste des idées, le racisme tue. Et on en a eu la démonstration plein de façons différentes, notamment en Nouvelle-Zélande la semaine dernière. Et donc je vous appelle tous à participer au rassemblement demain à 19h à la place de la République. Dans une pause, on reprend à 21h avec
là pour répondre à vos questions après. Donc voilà, restez.